Euh, alors, moi, effectivement, par rapport à à ce sujet du sens et de la reconnaissance, et donc cette dimension du faire école, c'est devenu en quelque sorte un petit peu une posture, un élément déterminant, une sorte de finalité dans mon travail depuis plusieurs années. Et, euh, et finalement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu entendre toute cette journée avec un questionnement autour de cette idée d'accompagner. Cet accompagner, quand on regarde, finalement, on peut se dire que il y a aujourd'hui des formes bien différentes d'accompagnement et j'avais listé notamment comment on pouvait être amené à accompagner, enfin, quelles formes, notamment sociologiques, pouvaient permettre d'accompagner aujourd'hui et donc de croiser différentes activités. On a parlé bien sûr de celui de la formation, mais c'est effectivement également cette capacité à décrypter, à raconter une histoire, raconter sur un sujet donné. Je pense à des médias aujourd'hui qui ont tendance un petit peu à brouiller les codes et à faire en sorte à la fois d'être dans un travail journalistique, conseiller, témoigner, d'autres avec des logiques comme les forums de type sur les tiers-lieux apprenants, où on est sur des sortes de communautés, de conseils, de partage entre pairs, des incubateurs qui finalement accompagnent, a priori, conseillent, forment, mais en prévision d'une plus-value qui, a priori, sera plutôt financière. Des écoles académiques qui elles-mêmes ne savent plus trop où est leur place et qui cherchent également à former, à étudier, à favoriser l'espace temps d'après. Et puis, effectivement, aussi des groupes de médias plus grands, je pense à Sud-Ouest, La Voix du Nord, etc., qui se retrouvent à la fois à être dans le conseil, le décryptage journalistique, les événements, la formation et bien d'autres euh, activités qui pourraient être liées à cette question de l'accompagnement. Par extension, ça me pose aussi la question aujourd'hui du rôle ou de la façon d'agir quand on est accompagnateur, je dirais en quelque sorte un petit peu dans la recherche intellectuelle, la recherche scientifique. Et, euh, et notamment, ça me fait croiser les propos d'Alain Damasio qui, dans un de ses livres, parle des fris universitaires, c'est-à-dire finalement ces universitaires qui n'auraient pas d'autre lieu que l'espace public pour tenter encore de partager, de raconter ce qui ferait une connaissance populaire, ou en tout cas à rendre la plus universelle possible. Et donc, finalement, derrière ça, c'est des réflexions qui vont avec ces formes de modalités. C'est un petit peu ces modalités pour financer, générer cette réciprocité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire finalement contractualiser l'échange. Et est-ce que la contractualisation existe? Pas tout le temps, mais effectivement, j'ai pu référencer que derrière ces formes d'accompagnement, il y avait des logiques de dons, de troc, de dons contre dons, de dons avec contrepartie, des logiques pro bono aussi qui existaient de plus en plus. Là, on parlait des incubateurs tout à l'heure, les questions de mécénat de compétences qui consistent a priori à fournir une compétence qui se trouve dans une organisation pour une autre ou une émergence de projet, des services donc à la fois marchands et non marchands, des apports en nature, des logiques de royalties, etc. Et ces modalités de financement m'ont posé question. Derrière cette idée de faire école, en cela où aujourd'hui, je tente d'identifier, en tout cas, j'explore cette idée un petit peu de ces formes d'accompagnateurs euh, qui, a priori, dans ce panorama, ressemblerait à peu près à ces quatre formes que je vais vous proposer. D'une part, celle qui me semble de plus en plus présente, qui questionne notamment avec les propos de ce matin sur métavers, sur ces dimensions virtuelles qui prennent une place conséquente. C'est un peu on parle d'usine digitale, on pourrait parler de plateforme industrielle, industrielle au sens physique comme virtuel du terme, c'est-à-dire où finalement tout devient générique. Tout devient en quelque sorte prétendument universel. On cherche finalement à faire en sorte que tout le monde rentre dans le même tuyau, dans le même parcours d'accompagnement, le même parcours de formation. Et ça, aujourd'hui, effectivement, il y a plutôt explosion de genre explosion au sens du nombre et peut-être des chiffres
qui vont avec, pour parler de ce matin, mais notamment de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qui prennent une place importante dans ce monde de l'accompagnement, marchand essentiellement. Ensuite, celle que je perçois, c'est un peu cette idée du catalogue, c'est-à-dire finalement, on fait en sorte de tenter que tout le monde puisse rentrer dans cette offre catalogue clairement générique, un tuyau, un parcours qui va avec, et on fait en sorte de mettre un petit peu une pincée d'accompagnement qui tenterait à faire personnaliser ce catalogue. Ça, pareil, c'est aujourd'hui effectivement des logiques qui me semblent être de plus en plus présentes et qui posent question, parce qu'encore une fois, dans cette idée du faire école, ou dans cette idée d'innovation, parce que derrière le faire école, on pourrait entendre le mot innovation, il y aurait l'idée de répliquer, il y aurait l'idée du copier-coller, il y aurait l'idée de la franchise, c'est-à-dire que accompagner demain serait pensé comme une franchise. Et donc, en quelque sorte, une franchise commerciale, finalement, c'est de répliquer les bons principes, les modes de fonctionnement pour faire en sorte qu'il y ait une même économie, un même modèle d'accompagnement partout, où se situent voilà, ces acteurs. Bon, question. Troisième forme, quelque chose peut-être qui est de l'ordre d'un peu d'une sorte de manufacture, un peu artisanale, dans lequel il y a à la fois un acte créatif unique et des sortes de procédés un peu industriels. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on tente de faire du sur-mesure, mais en quelque sorte, on tente aussi de répondre à des standards, à des génériques, à des normes. La question des tiers-lieux pose question. Lorsqu'il faut effectivement à la fois tenter une unicité de quartier, de village, tenter d'exprimer finalement ce qui fait les singularités du local et en même temps rentrer finalement dans un référentiel national qui dit vous serez financé ou non en fonction de tel ou tel critère. Donc, cette manufacture artisanale qui tente en quelque sorte à la fois de répondre à des lois du marché, des lois de la politique, normative, dominante peut-être, générique en tout cas, et de l'autre finalement faire sens pour le local, tenter de s'exprimer dans ce qui fait ces singularités du contexte local, de cette géographie locale et donc de ces personnes. Et puis enfin, j'irai un petit peu, si on tend vers le curseur, hein, voilà, on cherche un peu l'exact opposé, c'est l'atelier, l'atelier d'artisan, procédés artisanaux, voire artistiques. On réalise du sur-mesure, on est dans une logique de l'instant, l'authenticité, l'unicité. Chaque, en quelque sorte, personne accompagnée est une œuvre en soi. Chaque parcours devient unique, en quelque sorte, était propre à la fois à l'accompagnateur et à celui qui est accompagné. Et c'est ce que j'ai entendu par les propos depuis ce matin, finalement. C'est cette idée peut-être d'aller trouver quelque chose qui est de l'ordre d'une alchimie, d'une symbiose momentanée, sporadique. C'est là où la sérendipité peut-être arrive, cette capacité à générer des rencontres improbables et donc en quelque sorte des ingrédients qui n'avaient pas été projetés peut-être une heure auparavant. Donc, derrière ces formes d'accompagnateurs et donc de formation et tout ce qu'on a pu y voir, effectivement, l'apprenance, pour moi, fait d'autant plus écho avec cette idée de se dire que, comme on le disait tout à l'heure, c'est apprécier, c'est donner à aimer finalement cet apprentissage, cette trajectoire, ce parcours à vivre. C'est de savoir mobiliser tel ou tel outil, fabriquer cet agencement qui va bien et donc, en quelque sorte, nourrir, alimenter, encadrer peut-être cette volonté d'aller vers une étape d'après, de suivre finalement la balise suivante ou en tout cas une trajectoire qu'on a pu se donner. Et là, comme on a pu en parler tout à l'heure, derrière ces six, en tout cas ces six apprendre, ces six formes d'apprentissage ou en tout cas dimensions, vues comme un exercice à la fois permanent et imparfait, Laurent parlait de cette logique d'agencement. L'agencement, j'irais, pour tirer le fil, l'agencement de monde, c'est l'agencement de monde par rapport à des éléments permanents et impermanents, des connaissances plus ou moins stables, formalisées ou non, universelles ou non. Et puis, c'est également des mondes que j'aurais tendance à creuser comme cette dimension de cette géographie, cette façon de situer les choses. Et donc, c'est ce monde lointain, différent, difficilement compréhensible, une autre culture, un autre langage, un autre secteur, un autre métier, et puis ce monde local, c'est-à-dire son quotidien, ce voisinage immédiat, ses proximités, ce qui fait peut-être en quelque sorte le commun. Et donc,
dans cette façon d'apprendre, cette façon de travailler, d'agir de façon un peu symbiotique, il y a effectivement cette idée de, pour moi, comment faire école de cela? Comment faire en sorte que qu'on puisse peut-être inspirer l'autre, faire que l'accompagnateur qui est dans cette classe virtuelle, en quelque sorte, puisse à la fois y trouver quelque chose de commun dans ce qu'on vient de discuter, mais en même temps aussi puisse y trouver ou puisse trouver sa place et donc en quelque sorte puisse trouver à la fois l'altérité et ce qui fait sa singularité. Et donc, c'est là où pour moi le faire école est important, c'est-à-dire que derrière le faire école, il y a l'idée à la fois de la production, production de connaissances, production d'idées, la réunion finalement de ce qui fait peut-être de l'ordre d'une même école de pensée, mais il y a également effectivement la confrontation, confrontation à une autre école de pensée, confrontation dans l'illustration, dans les arguments, dans le débat, dans ce qu'on appelait la controverse intellectuelle ou la dispute intellectuelle dans le sens constructif du terme. Et donc, derrière ce faire école, il y a l'idée de peut-être inspirer l'autre tout en se questionnant. Il y a l'idée certainement d'une démarche qui cherche à se situer, qui cherche à faire système et donc à se relier, mais qui cherche aussi, par l'itération, à sans cesse en fait remettre en question les repères de la veille. Et c'est en cela où peut-être cette fameuse transgression dont on a pu parler, cette liberté d'action et de se donner la capacité à agir, à faire le pas de côté, me semble intéressant à creuser. C'est-à-dire que finalement, c'est moins cette idée dont on parlait tout à l'heure de tendre vers un copier-coller et donc une forme d'hégémonie des idées qui viendrait à dire mais c'est moi qui ai raison et donc suivez-moi, donc une école quelque peu dogmatique, pour aller plutôt justement vers cette capacité à refabriquer en quelque sorte des espaces où on s'empare de controverses, on s'empare de sujets. Nous ne sommes pas tous d'accord au sein de ce collectif. Nous faisons peut-être communauté pour pouvoir discuter et trouver des solutions différentes au sein d'un espace, mais également nous donnons les moyens, en quelque sorte, d'aller questionner le travail d'une autre communauté, d'un autre collectif par ailleurs, et donc d'accepter à la fois les altérités et ce qui nous réunit et à la fois ce qui nous différencie. Cette dimension-là, on la retrouve dans les pensées territoriales derrière cette idée du local-monde. Cette idée justement dont je parlais tout à l'heure, à la fois de cette connaissance universelle et de cette connaissance localisée, située, qui nous est propre, qui est peut-être de l'ordre, les différences qu'on peut y trouver entre ce qui est de l'ordre de la civilisation et de l'ordre de la société locale. Derrière ça, cela pose donc la question de comment ne pas tendre vers le dogme, comment ne pas tendre vers la franchise ou vers cette idée d'une pensée propriétaire. Comment en quelque sorte être, comme on disait tout à l'heure, être producteur de contenu, mais sans être des extracteurs. Comment en quelque sorte faire ne pas nourrir des artefacts, on pourrait dire des titans, des systèmes mal faits, ou les métaverses, peut-être que c'est cette dimension-là. Donc nourrir cette dimension, ce monde artificiel au détriment du monde vivant qui nous entoure plus quotidiennement. Et donc, c'est trouver l'équilibre entre remède et poison, comme disait Bernard Stiegler, notamment dans son dernier livre à l'époque, Bifurqué. Et donc, pour cela, il y a effectivement cette idée d'agencement, elle semble d'autant plus évidente. Cette idée de ces espaces à la fois virtuels, physiques, virtuels par des forums, des boucles de discussion, des canaux, des Zooms, canaux type Slack, Teams, etc., des Zooms, etc., des espaces physiques qui vont peut-être tenter d'exprimer ça, des tiers-lieux, des moments d'éducation populaire, comme les universités Colibri ou l'université populaire de permaculture, des lieux d'émergence, etc. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'espace hybride, c'est-à-dire cette capacité finalement à relier, à faire l'interface entre ces espaces virtuels et ces espaces physiques. Et là, effectivement, le tiers-lieu, pour l'avoir aussi pas mal travaillé depuis une dizaine d'années, on l'a vu dans son histoire, c'est que se pose la question aujourd'hui de comment en faire des lieux qui initient justement ces rencontres
initie justement ces débats, initie cette capacité à la fois peut-être à faire collectif, à faire communauté par des principes, des moyens qui sont peut-être mis en commun, mais comment aussi les dépasser pour éviter l'hégémonie, pour éviter le dogme, pour éviter finalement l'école de pensée qui devient peut-être déjà un peu une secte. C'est une question pour moi qui est essentielle et qui est mon fil rouge depuis plusieurs années. Pour ça, plusieurs échelles que je vous propose. Tout d'abord, pour alimenter une histoire courte. Ce sens et cette reconnaissance, je l'ai trouvé notamment avec cette idée du Bazin, du laboratoire LISRA, qui s'appelle le tiers-espace, où il propose les tiers-espaces comme non pas des espaces pour contrer un système dominant, mais ou des non-lieux qui seraient finalement indéfinis, mais plutôt des espaces-temps à fabriquer à part du système, du quotidien, de ce qui fait finalement peut-être notre routine, pour soulever des sujets prétextes, faire en sorte de générer des rencontres, a priori plus ou moins probables, pour tenter d'expérimenter et de rendre visible, compréhensible, donc légitime aux yeux du système, des sujets qui pour l'instant étaient invisibles. C'est l'exemple notamment d'un des premiers projets de recherche que j'avais pu faire avec lui sur la question des bifins, ces chiffonniers des temps modernes qui occupent des espaces proches des périphes pour revendre finalement ce qu'ils ont récupéré, plus ou moins réparé dans les poubelles. Le fait de commencer à compter, d'en parler et de pouvoir dire nous existons sous une logique association de fait, finalement un collectif informel, permettait en quelque sorte d'occuper un espace public et donc d'occuper un espace politique. Et donc, en quelque sorte, l'espace-temps qui est le tiers-espace devient une capacité à faire d'individus dispersés un début de collectif. Ça, c'est l'histoire courte qui me semble intéressante d'un point de vue un peu processus, d'un point de vue dynamique peut-être à initier. Sur l'histoire longue, j'ai creusé des choses du côté de l'entrepreneuriat écosophique, côté alimentaire, sur la culture écopoétique ou les espaces écopoétiques. Ça fait écho effectivement avec le propos d'Antoine Buret tout à l'heure sur l'histoire des lieux de sociabilité. C'est l'idée de faire confluer des représentations, des imaginaires, tenter finalement de fabriquer une sorte de communion culturelle dans la diversité. C'est-à-dire, finalement, nous sommes dans un espace, nous nous l'approprions, mais nous venons chacun en quelque sorte avec des paysages empruntés. Celui qui peut-être vient du nord de l'Afrique avec un certain nombre de pensées du marché, celui qui vient peut-être de Creuse ou d'Auvergne ou je ne sais quoi et qui a une représentation du marché. Mais tous occupent l'espace en bord de périph' et font marché de bifin. Ils fabriquent un espace momentané qui est un espace de partage, un espace commun. Et donc, c'est l'idée finalement de se dire, mais derrière ça, en quelque sorte, comment ça s'inscrit dans une histoire longue de ce qu'on appelle le marché, de ce qu'on appelle le lieu de sociabilité, de ce qu'on appelle le bar, la médiathèque, comme on l'a cité tout à l'heure. Et donc ça, c'est des choses effectivement qui sont intéressantes comme des briques pour tenter de se dire que finalement, on participe d'une trajectoire longue et que ce n'est pas si anodin que ça, que de pratiquer cela et si possible ensemble. Dans l'histoire contée, on a réalisé il y a quelques années des travaux sur les questions des lieux apprenants et donc un peu de ce que pouvait être un peu l'avenir de ces lieux éducatifs. On avait appelé ça tiers-lieux apprenant après avoir fait des travaux sur les tiers-lieux et des travaux sur l'apprenant. Bon, ça faisait un peu double concept, c'était un peu nuageux, mais c'est pas grave. L'idée derrière ça, c'était l'idée de tenter de rassembler autour d'un processus itératif des personnes, des aspirations individuelles qui tentent finalement de produire une sorte de chef-d'œuvre conceptuel commun. C'est-à-dire que finalement, ils sont là, un instant T, pas forcément de façon permanente, pour fabriquer, pour se mettre au service d'un destin intellectuel commun. Ils ont envie de travailler un sujet. Et ils ont envie donc en quelque sorte de produire de la connaissance en commun. C'est plus ou moins conscient. Mais cependant, il y a des principes de fonctionnement qui permettent en quelque sorte de produire ces connaissances et surtout de les remettre en question. Ça, je vous invite effectivement à aller regarder du côté de ce concept-là. Dans l'histoire relationnelle,
C'est des choses que on a pu développer avec d'autres collègues, notamment, et puis par extension sur des gens comme Isabelle Delannoy, Emmanuel Delannoy, sur l'économie symbiotique, la perma-économie, le permanagement avec Guillaume Perrochot, etc., sur cette idée d'interface. C'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser finalement au cœur du métier, des activités de l'accompagnement, c'est peut-être de se dire qu'est-ce qui existe entre conseil ou coaching, par exemple les formations. Qu'est-ce qui existe entre la facilitation et le coaching, etc. Et donc finalement, c'est ces zones d'ombre. C'est d'autant plus intéressant que si on regarde ça pareil, entre nos communautés de savoir, c'est la question de ces lisières. Et on sait bien qu'en écologie, pour avoir été paysagiste dans mon premier métier, il y a quelques années, c'est que finalement, en fait, les espaces les plus riches d'un point de vue écologique, faune et flore confondus, c'est des espaces de lisière. Ce n'est pas le cœur de la forêt, ce n'est pas le cœur du champ, c'est l'espace entre deux. Et donc, en innovation, c'est ce qu'on dit beaucoup, mais en éducation, c'est pareil, c'est justement où se situent ces espaces de lisière, quels sont ces espaces à l'interface entre l'individuel et le collectif, entre le métier du coaching et le métier de la facilitation, etc. Entre l'action d'un collectif et celle d'une communauté, ou entre celle d'une communauté et celle d'un réseau un peu plus large et composé de plusieurs acteurs collectifs. Donc, cette idée de relation, elle est intéressante pour aller justement questionner et remettre en question sans cesse nos propres zones de confort, nos propres repères. Et donc, fabriquer de toutes pièces ces moments pour remettre en débat ce qui semble être notre routine et donc une norme. Et donc, en quelque sorte, nos actions quotidiennes, routinières, mais normalisées en quelque sorte. Ensuite, si on creuse un peu cette idée d'histoire économique, une autre échelle, une autre dimension, c'est aussi cette question d'aller tenter de relier en fait ces oasis de connaissances dont parle Edgar Morin quand il les situe, quand il propose de créer ces oasis face à cet océan d'incertitude qui est clairement notre contexte. Ça semble évident, notamment d'un point de vue sanitaire, comme l'a présenté André ce matin. Et donc, c'est tenter peut-être de questionner ces logiques d'interdépendance entre le matériel et l'immatériel, entre le local et le lointain, entre le marchand et le non-marchand. Parce que qu'est-ce que fait la grande force d'un tiers-lieu, même si effectivement aujourd'hui on se pose la question d'un point de vue économie productive, mais qu'est-ce qui fait sa force derrière l'idée de communauté? C'est l'idée bien sûr d'échanges, de réciprocité qui se font d'un point de vue non contractuel, qui se font sans devis ou facture. Et donc, et c'est là tout l'intérêt, et c'est là tout d'ailleurs peut-être la gêne pour des acteurs comme l'État, qui ne peuvent pas bien sûr taxer ce genre d'échange. Donc se pose cette question finalement derrière cela, en fait, de où se situe l'économie de l'accompagnement, économie marchande comme non marchande. Et donc, en quelque sorte, où se situe l'économie ou les métiers de l'accompagnement dans les sphères économiques. Michel Luceau, notamment, donc au-delà de la question de la sphère publique et de la sphère privée, parle effectivement de cette sphère du commun, mais surtout dit il y a peut-être une quatrième sphère qui est la sphère de la soustraction, c'est-à-dire des espaces, des moments, des activités, des lieux qui doivent être soustraits de ces autres sphères, qui ne doivent pas appartenir aux populations, aux sociétés locales, on pourrait dire aux tiers-lieux, hein, qui pourraient les organiser, qui n'appartiennent pas au public, qui n'appartiennent pas au privé, mais qui appartiennent finalement aux vivants. Mais comme nous ne savons pas quoi en faire à ce stade, il faut les préserver. Il faut les mettre de côté en se disant ça, c'est des espaces à sécuriser. Est-ce que finalement, dans le monde de l'accompagnement, il n'y a pas des espaces aussi à préserver de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas également des choses qui sont de l'ordre de la mise en commun, de l'ordre de préserver une ressource commune, des moments un peu clés à protéger en quelque sorte, mais autrement, par la communauté elle-même, par les accompagnés et les accompagnateurs? Et puis, effectivement, ce qui est de l'ordre du privé et qui permet peut-être d'en vivre ou de rendre un peu plus rentable les choses, et puis ce qui est de l'ordre du public ou du redistribué par le public et qui permet d'assurer peut-être des missions qui peuvent être de l'ordre de l'intérêt général, même si le public, comme on le sait, n'est pas seul garant de l'intérêt général.
Donc, c'est cette dernière dimension qui arrive pour moi, c'est cette idée d'histoire spirituelle. Des acteurs comme le campus de la transition, le mouvement Colibri ont largement développé ou en tout cas popularisé l'idée de pédagogie tête, cœur, corps, où cette capacité finalement à la fois à renouer avec une pensée et une pratique qui relie les disciplines, qui fasse en quelque sorte que l'on ne soit plus simplement dans une logique de production intellectuelle ou dans une logique de pensée manuelle. Mais finalement, comme le dit également ce qu'on retrouve dans ces idées de design permaculturel, cette idée de relier à la fois le corps dans ce qui fait le lieu d'ici, là où je peux agir maintenant, et le lieu lointain ou les lieux lointains, donc cette écologie des liens, les flux, et donc finalement tout le vivant dans un tout commun. Et donc finalement, c'est là où le système est intéressant quand on pense à l'accompagnement comme ça. C'est comment justement je peux penser les choses à la fois avec une focalité, une sorte de centralité, mais qui devient polycentralité par la façon d'aborder petit à petit un certain nombre de sujets qui viennent s'imbriquer les uns aux autres. Et donc comme une sorte de spirale qui est représentée dans le spirale et pâquerette, comme dans le schéma de la permaculture. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Je parle beaucoup, mais bon, a priori, ça a l'air de ne pas poser problème. 5 minutes, allez. Oui, allez, 5 minutes. Donc, pour cela, bon, derrière, c'est pour moi un véritable processus sociologique à réinventer. Il y a à la fois des parcours individuels pour avancer, se repérer, vivre, mais c'est comment, en quelque sorte, à la lisière, à l'interface, on vient imaginer justement des croisements, des relations, des passerelles avec des aspirations collectives. On l'a dit, collectif, mais effectivement, collectif mouvant, plus ou moins formalisé. Et ensuite, ce collectif, comment on vient le relier à des communautés, dites communautés de savoir. Et donc là où on initie des convergences, on partage des ressources autour de règles communes, on les anime et on les dépasse. Et encore une fois, l'idée suivante, c'est comment justement derrière cette idée-là, cette communauté de savoir, elle se relie avec d'autres communautés pour faire réseau. Et dans le réseau, il y a à la fois un but commun, il y a certainement donc des finalités communes, mais les ressources déjà sont peut-être moins immuables. Et derrière cette dimension-là, c'est cette idée qu'on parle, alors certes c'est plutôt en sciences économiques, me semble-t-il, mais cette idée d'écosystème, mais derrière ça, derrière l'idée d'écosystème, c'est justement de faire en sorte que des trajectoires multiples puissent exister. Et donc, ce faire école, c'est à la fois inspirer, c'est se mettre en capacité de transférer, de partager une histoire commune, des expériences vécues, sans tenter de les reproduire ou de pousser à les reproduire à l'identique, et surtout provoquer des divergences pour apprendre de cette rencontre. Finalement, c'est favoriser l'unicité locale, localisée. C'est là où les communautés sont intéressantes, me semble-t-il. Mais en même temps, fabriquer du commun universel. Là, on est plutôt sur des échelles des sociétés locales et civilisationnelles, la pensée civilisationnelle. Donc, c'est finalement ne pas penser le label au départ, mais plutôt peut-être comme une condition plutôt de l'aval, en se disant finalement, c'est comment l'alternative, l'émergence, peut demain, en quelque sorte, transformer la norme actuelle dominante pour devenir le standard de demain, ce qui fait société peut-être. Donc finalement, c'est fabriquer peut-être un état de conscience qui se projette avec le temps. Un certain nombre d'acteurs comme l'Institut des territoires coopératifs, le Manifeste pour la frugalité créative ou d'autres, Gilles Clément, etc., parlent de maturité à la coopération, de principe de conscience vis-à-vis d'une frugalité heureuse et créative. D'autres parlent d'une écologie du démantèlement, donnant à voir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut enlever, etc., etc. Derrière ce faire école, finalement, c'est peut-être une économie à cheval, une économie hybride, une capacité finalement à croiser à la fois une pensée peut-être politique, de configuration politique, comme en parle Antoine Buré, un peu de pensée de rébellion, c'est-à-dire finalement d'agir dans une capacité à remettre en question. Une économie de la technique, de savoir-faire finalement de longue haleine, qui se transmettent. C'est ce qu'on retrouve avec les logiques d'artisanat. Et peut-être une économie d'ancrage,
là où effectivement, peut-être cette dimension de ce qui fait un petit peu notre recette, notre force, notre spécialité peut être reconnue. C'est enfin effectivement des gens comme Gaël Giraud, voilà, qui parlent effectivement de cette économie des communs qui dépasserait public et privé, qui finalement repenserait peut-être à la fois l'intérêt général et cette logique peut-être d'utilité ou de récit territorial. Voilà globalement ce que j'entends derrière le mot faire école et faire école territoriale, qui est plus particulièrement mon sujet. Mais cette question finalement de ne pas tout produire comme une connaissance partageable et surtout à mettre en ligne. Finalement, c'est de se dire que derrière ce que l'on vit, il y a peut-être des jardins secrets qu'il faut conserver pour le local et d'autres, au contraire, qui sont peut-être des objets, des outils, des éléments qui peuvent être partagés pour participer d'une logique d'universalité, de ce qui permettrait de nous réunir à l'échelle d'une humanité sans doute planétaire. Vous voyez, c'est cet équilibre qui n'est pas simple, bien entendu. Vous voyez bien que c'est plein de questions plutôt que des réponses, mais que je tente en fait voilà, au quotidien de questionner, de fabriquer. Et bien sûr, cette, voilà, la